Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est un chiffre Maus. Ce matin, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde, avec 1,420 milliard d'habitants. Premier pays devant la Chine en termes de démographie. Un record et ce n'est pas fini. Avant que la population indienne ne se stabilise, il y aura un autre épisode d'augmentation. Dans ce cas précis, l'Inde atteindra les 1,6 milliard de personnes d'ici 2048. Et c'est l'occasion de nous interroger sur les ambitions de la 5e puissance économique du monde, détentrice de l'arme nucléaire depuis 1974. L'Inde, un géant qu'on n'avait pas vu venir, obnubilé que nous sommes par la Chine. On en parlera ce soir avant de retrouver en fin d'émission Alix Van P et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Au programme ce soir, qu'avons-nous ? Polémique aux États-Unis après la mort de 1100 bisons. Ils sont sortis naturellement de la réserve de Yellowstone. Alors, massacre, comme disent les ONG, ou bien simplement pour limiter le risque d'épidémie, comme disent les chasseurs. Nous partons à la recherche du bison disparu, en Amérique bien sûr, mais aussi en Europe. Et vous, Alix ? Eh bien, on parle souvent des nouveautés, les nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire, les nouveaux objets pour accompagner notre quotidien. Moi, ce soir, je vais vous parler des choses qui disparaissent peu à peu, comme les tourniquets dans le métro parisien ou encore le téléphone fixe. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer ce soir, l'actrice française Noémie Merlan, que tout le monde s'arrache depuis son éclosion dans Portrait de la jeune fille en feu. Merlan, absolument poilante dans L'innocent de Louis Garrel, pour lequel d'ailleurs elle a remporté le César du meilleur second rôle féminin. Elle est à l'affiche, énigmatique et intense, du nouveau film d'André Téchiné, Les âmes sœurs, en salle aujourd'hui. Vous avez le programme, c'est parti. Ah oui, faites de la pub pour 28 minutes. En montant l'air négligent, votre beau mug, Noémie Merlan. Vous faites ça très bien. Vous n'êtes pas actrice dans la vie, hein? Ah oui, vous avez un avenir, je crois, dans ce métier. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dame et Benjamin Sportouche. Bonsoir, chère Nadia. Bonsoir, cher Benjamin. Bon, ben voilà, on va découvrir un peu qui est Noémie Merlan, qui joue avec Gino, son chien, dans le nouveau film d'André Téchiné. Hein? Ah non. Alors, Gino, mon chien, c'est le film de Louis Garrel. Ah, il n'est pas dans le film de Téchiné? Non, mais vous avez un chien. Autre chien. Ah, ce n'est pas le vôtre. Oui, je joue beaucoup avec les chiens. J'adore les chiens, donc ça tombe bien. Bon, mais là, c'est pas le vôtre. Là, c'est pas. Non, c'est dans L'Innocent qu'il y a mon chien. Et là, c'était donc Flambeau. Un autre chien, quoi. Un autre chien. Bon, ben voilà. Un malinois, donc rien à voir avec rien le à mien. voir. Mais ce sont des chiens costauds. Une vie de chien. Non, pas la sienne. Le portrait de Noémie Merlan. C'est parti. Chanteuse, le cours Florent, Marianne, c'est la règle de 3 de Noémie Merlan. Petite, elle veut devenir chanteuse. Née en 1988 à Paris, elle passe son adolescence à Rezé, près de Nantes. À la maison, elle chante Céline Dion et Whitney Houston sur un karaoké. J'étais dans la chorale du Conservatoire de Nantes où j'ai croisé la future chanteuse de Christine and the Queens, devenue chanteur, ajoute-t-elle. À l'âge de 17 ans, elle devient mannequin et travaille pour plusieurs agences. Dès ma première séance photo mineure, je me suis retrouvé à poil, allongé par terre. Je n'ai pas appris à dire non, j'ai appris à faire plaisir, à être malléable. Son père l'incite à s'inscrire au cours Florent. Il avait senti qu'enfant, moi qui étais très timide et réservé, je m'illuminais lorsque je faisais des spectacles de danse et de chant. Un jour, sur scène, elle répète Les Européens du dramaturge britannique Howard Barker et ce monologue agit comme une révélation. Cela a résonné profondément en moi, c'était comme une transe. Première apparition au cinéma en 2010 dans L'Orpheline avec en plus un bras en moins. Elle travaille ensuite pour Delphine Glaise, Kim Chapiron ou encore Jean-François Richet. En 2016, dans Le ciel attendra de Marie Castillon-Sionchard, une réalisatrice avec qui elle a aujourd'hui tourné 4 films, elle incarne une jeune femme indoctrinée par des islamistes. On est dans une quête d'absolu, on a besoin de modèles et ils utilisent toutes ces questions qu'on peut se poser et ils donnent des mauvaises réponses. Son rôle de Marianne dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma change sa vie. C'est extrêmement important même dans mon parcours d'artiste et de comédienne et de femme. Céline Sciamma m'a incité à me reconnecter à moi-même, à faire la différence entre mes vrais désirs et ceux imposés par la société. Depuis, Noémie Merlan a écrit et réalisé son premier film, elle travaille sur le deuxième et elle a remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle avec L'Innocent de Louis Garrel. Louis, merci pour ce grand film que tu as fait. Merci de m'avoir amené là où j'ai pas l'habitude d'aller et qu'est-ce que je me suis amusée. Aujourd'hui, elle est à l'affiche du nouveau long métrage d'André Téchiné. Je voudrais m'acheter une moto. Tu sais que t'en avais une? Ah bon? Ouais. C'est vrai? Ouais, t'en faisais tout le temps. Quand je joue, mes angoisses s'envolent. Être actrice me permet de vivre réellement. C'est une respiration, un besoin vital.
Mais vous êtes adorable. Vous détestez vous voir. Non? Ça me fait bizarre C'est vrai de m'entendre surtout. Donc, vous n'aimez pas votre voix? Ah, Nous sommes plusieurs autour de cette table. Vous n'êtes pas narcissique. Vous ne vous abîmez pas dans la contemplation de vous-même, des rushs, des images de vous-même. Non, ou alors si je le fais, c'est plus technique. C'est pour analyser le jeu, le rythme, des choses comme ça. À propos du film d'André Téchiné, vous avez dit une très jolie chose. Vous avez dit son action, quand il crie « action » au début de chaque scène, c'est absolument magnifique. C'est le plus beau du cinéma. En même temps, vous êtes jeune, vous n'avez pas entendu tous les metteurs en scène dire « action ». Ah oui, les plus beaux du cinéma. Mais c'est beau d'avoir remarqué à quel point il y a quelque chose de vibrant dans la façon dont il dit « action ». Ah, il y a énormément de vibrations, mais il amène énormément de vibrations sur le plateau, puisqu'il est, il déborde d'amour pour le cinéma, et donc de jeu, de blagues, d'énergie. Et puis, pour moi, ces films, et Les âmes sœurs. celui-ci, Les âmes sœurs, qui s'appelait d'ailleurs Les pieds sur terre au départ, ça parle de vie, de comment être en vie, comment lutter pour être en vie, comment lutter pour être soi-même. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre la bande-annonce. C'est votre frère David. Il y a son véhicule blindé qui a sauté sur un engin explosif. Je dois partir quelques jours à Paris. Qu'est-ce que tu vas foutre à Paris? Je le connais, David. C'est quelqu'un qui veut pas mourir. Il bouge. David, tu m'entends? C'est plus le même malade depuis votre visite? Vous avez peut-être des super pouvoirs, hein? Ça va être un sacré marathon pour le remettre sur pied. Il montre des troubles de la mémoire. Une amnésie, mais ça va durer longtemps. C'est notre vallée. Tu reconnais? Je reconnais rien. Je suis content de te voir. Il te reconnaît pas, ça le perturbe. Solliciter des souvenirs, vous pouvez lui parler de sa famille. C'est des conneries, ça reviendra pas. Quand je vois ces images de l'armée, sérieux. Je préfère être ici, avec toi. Les âmes sœurs d'André Téchiné, avec vous, Noémie Merlan. Qu'est-ce qu'il vous a dit, André Téchiné, pour vous convaincre? A-t-il eu besoin de vous convaincre de jouer Jeanne? Non. Absolument pas. Déjà, rien que d'avoir un coup de fil d'André, j'étais très étonnée, parce que c'est un des plus grands réalisateurs. Hein. Français, oui. Et donc j'étais étonnée, surprise. J'ai lu le scénario, qui est une pépite. Enfin, j'étais bouleversée par cette histoire et par cette Jeanne qui, pour moi, est une femme qui a particulièrement les pieds sur terre, qui était le titre d'avant d'ailleurs, mais qui est dans la dévotion totale. Sacrifice. Dans le sacrifice. C'est une aidante. C'est une d'une aidante. certaine façon. C'est une aidante. Et c'est étrange parce que, concomitamment, quasiment au tournage de ce film, vous avez réalisé un documentaire sur une autre aidante, votre maman, oui, tout à fait. qui aide votre papa qui a eu un AVC et qui s'en est trouvé bien affaibli. C'est étrange quand même comme l'aide, le soin, le care s'est retrouvé au cœur de votre vie. Oui, d'ailleurs, quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite pensé à ma mère. Il y a des espèces de réflexes, de choses qui faisaient connexion naturellement, c'est vrai. Mais c'est pour ça que le film, moi, je trouve qu'il est magnifique parce que c'est comment chacun, et donc mon personnage arrive avec l'amnésie de son frère, qui est terrible. Il se retrouve amnésique après un drame au Mali. Et en fait, c'est l'opportunité pour elle de réécrire leur histoire. C'est un personnage plein de fragilité. Vous en avez vous-même dans la vie. Vous dites « je souffre de crise d'angoisse invalidante ». Et en même temps, en ce moment, vous êtes l'actrice que tout le monde s'arrache. Vous avez joué avec Cate Blanchett. Comment on arrive à gérer ce vertige-là, à ce moment-là, quand en même temps, on a soi-même cette fragilité intérieure? C'est marrant que vous parliez de vertige parce que là où il y a eu, c'est vrai, depuis peu, un pic pour moi dans ma carrière. Après Tard, le film après de Todd Field avec après Cate Blanchett. Vous jouez avec Cate Blanchett. Oui, Portrait, tout ça. Et moi, ça a été un vertige, mais où j'ai vraiment eu des vertiges pendant 1 mois et demi, à me taper la tête contre les murs, parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais même plus à marcher. Et en fait, c'est l'angoisse. C'est l'anxiété. C'est l'angoisse. C'est tellement un tourbillon, un vertige, mais c'est génial en même temps. Ouais. Mais... Et comment vous raisonnez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faites pour redescendre un peu? Vous tricotez? Maîtriser? Je tricote. J'essaie de faire des choses très concrètes. En fait, je dessine, je fais le ménage, je fais des trucs... ou les amis, l'entourage, après, ça compte, de permettre de garder les pieds sur terre. Encore une fois. Encore une fois, mais... Et puis vous avez des projets, c'est-à-dire vous mettez les mains dans le cambouis, vous créez, vous faites des films, vous êtes en train de préparer, vous l'avez peut-être déjà tourné, votre 2e long-métrage, qui est un remake gore et apparemment assez jouissif de Fenêtre sur cour, d'Alfred Hitchcock. Ouais, non, enfin, un remake. Enfin, un remake. Vous êtes inspiré de Fenêtre sur cour, c'est ça? L'histoire de 3 femmes qui matent un type de l'autre côté de la fenêtre? Ouais, il y a ça. 3 femmes qui matent un type de l'autre côté de la fenêtre. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce type? Il ne faut pas le dire. Quand même. Mettez-nous la goutte de sang à la bouche.
Bah, il est un peu leur fantasme à toutes les trois, mais Bon, bah voilà. Je ne peux pas en dire plus. Mais c'est une comédie avant tout et sanglante. L'art de frustrer le téléspectateur, dans le bon sens du terme, Noémie Merlan. Alors, on évoque avec vous, Nadia, un métier qui apparaît, qui a l'air de plus en plus présent sur les plateaux, coordinateur d'intimité. Exactement, ouais, c'est un métier de l'ombre, un métier méconnu, un métier souvent incompris. Il est né dans le sillage de MeToo. Ces coordinateurs, qui sont d'ailleurs très souvent des coordinatrices d'intimité, sont présents sur les plateaux pour chorégraphier les scènes intimes sur un tournage, s'assurer du consentement de chacun des acteurs dans une scène, notamment que tout le monde se sente en sécurité en réalité et respecté, par exemple, dans son refus d'être totalement nu pendant un tournage. Pour l'instant, ce métier il est surtout répandu aux États-Unis, avec même des formations qui sont désormais reconnues. Ici, ça commence tout doucement. On peut citer par exemple le film Clèves, qui a été diffusé l'été dernier sur Arte, qui a eu recours donc à une coordinatrice d'intimité, ou plus récemment l'excellente série Split d'Iris Bray. Mais on sent qu'il y a beaucoup de réticences encore en France. Vous-même, vous êtes favorable à ces coordinateurs d'intimité? Il faut faire appel à eux et à elles? Moi, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est bien. Je vais d'ailleurs... Vous avez tourné dans un remake d'Emmanuel. Oui, mais le film de Jess Jacquin, qui avait été joué par Sylvia Kristel. Oui, après le scénario, moi j'ai pas vu ce film, mais n'a rien à voir. Tous les boomers l'ont vu, vous savez, il est sorti dans les années 70. Et que Sylvia Kristel disait d'ailleurs, j'étais une actrice muette, un corps. C'est ce qu'elle disait d'elle dans Emmanuel. Ce ne sera pas le cas puisque vous serez, filmé par une femme. Ça change tout par rapport à ce que disait Nadia sur les coordonnateurs d'intimité. Je pense. Après, parfois, je pense aussi que ça dépend. Ça dépend des femmes, ça dépend des hommes. Mais moi, je trouve que c'est important, les coordinateurs d'intimité, parce qu'au contraire, ça apporte plus de liberté. Même moi, qui n'ai pas du tout de problème avec la nudité, c'est juste que ça permet de fluidifier aussi le langage entre le réalisateur, la réalisatrice et les comédiens, où parfois, pris dans le vif, on n'a pas forcément les beaux mots. Dès qu'on est crispé, du coup, on est moins à l'aise pour jouer. Dès qu'on réfléchit aux scènes en amont, en fait, les choses sont moins... Parce que dès qu'on tourne une scène de sexe, tout le monde est un peu gêné, du coup, on ne la prépare pas forcément. Les coachs d'intimité permettent ça. Et en fait, en général, plus on a, je pense, un environnement où on se sent bien, où on ose proposer, plus il se passe de choses. Plus il y a de surprises, plus on c'est libérateur. Oui, voilà. Moi, je trouve ça libérateur et ça amène des idées précises. Ça nous force à réfléchir aux scènes de sexe et comment les raconter différemment, peut-être avec de nouvelles images. Et donc, j'ai l'impression qu'on va plus loin, au contraire. Mais, très bien. Qui est votre âme sœur dans le cinéma? Mon âme sœur dans le cinéma, mes amis, je dirais Sanda Kodreanu, avec qui je vais tourner mon prochain film, qui est l'une des comédiennes. J'écris avec elle. Elle a déjà tourné dans mon premier court-métrage. C'est ma partenaire de vie, de jeu, d'amitié, de cinéma. Ouais, on a rêvé au cinéma ensemble et là, ça se concrétise de plus en plus ensemble grâce au film que je vais réaliser. Il y aura Sola Yacoub d'ailleurs dedans. D'accord. Et voilà. Ouais. Merci Noémie Merlan, merci d'être venue. Vous voyez, c'était pas si terrible, vous partez avec le mug. Merci. Merci d'être venue sur le plateau d'Arte, Les âmes sœurs d'André Téchiné en salle depuis ce matin, dans les bonnes salles. On passe sans transition à notre débat sur l'Inde. Le sous-continent est devenu ce matin le pays le plus peuplé du monde, devant la Chine avec 1,420 milliard d'habitants et un ou deux en plus. Puissance démographique donc et économique avec des ambitions géopolitiques plutôt difficiles à décrypter. On en parle précisément après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une marée humaine, des quais bondés. Comme ici à Bombay, les mégalopoles indiennes sont de plus en plus surpeuplées. Par moments, je dois même me battre pour monter à bord ou sortir. C'est vraiment très stressant de se déplacer en train. L'Inde connaît une explosion démographique. Le pays devient désormais le plus peuplé au monde devant la Chine, avec 1,42 milliard d'habitants, et ce n'est pas terminé. L'Inde atteindra les 1,6 milliard de personnes d'ici 2048. Les gens vivent dans des conditions de surpopulation, avec très peu d'espace et aucune infrastructure. L'Inde parviendra-t-elle à relever le défi de l'accès à l'eau, à la santé et à l'éducation, comme elle a relevé le défi de la croissance économique? En septembre dernier, roulement de tambour sur les télévisions indiennes. C'est un grand jour pour l'économie du pays. L'Inde est devenue la 5e puissance économique mondiale.
New Delhi joue désormais dans la cour des grands, une fierté pour son Premier ministre nationaliste hindou, Narendra Modi. Après 75 ans d'indépendance, l'attitude et le regard du monde sur l'Inde ont changé. Le monde se tourne vers l'Inde pour trouver des solutions. Le dirigeant indien le sait, il dispose d'une fenêtre d'opportunité. À la tête du G20 en 2023, sur fond de guerre en Ukraine, il est devenu un interlocuteur incontournable. Pays majeur de la zone Indo-Pacifique, détenteur de l'arme nucléaire de surcroît, l'Inde ne cesse de monter en puissance. Alors ce géant démographique et économique peut-il s'affirmer en tant que géant politique de premier plan? Le désordre mondial va-t-il lui être profitable? Faut-il s'inquiéter ou se réjouir de ce statut de superpuissance? Trois experts pour en parler. Vejju Naravan, bonsoir. Vous êtes éditorialiste pour le quotidien indien Hindustan Times et vous collaborez également au site d'information en ligne de Wire. À propos de l'Inde, donc première puissance démographique, vous considérez que cette forte croissance est une chance pour l'Inde. C'est le pays qui compte le plus de jeunes sur la planète. Mais le défi est de donner à tous de l'éducation et surtout des emplois. À côté de vous, Anne Viguier, bonsoir. Vous êtes directrice du département Asie à l'INALCO, spécialiste de l'Inde. Votre essai Brève histoire de l'Inde, du pays des 1000 dieux à la puissance mondiale, vient de paraître chez Flammarion. Et selon vous, pour l'instant, le pays reste sur sa ligne directrice, à savoir discuter d'un point de vue géopolitique, discuter avec tout le monde sans choisir de camp. Et enfin, Jean-Joseph Boileau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste des grands pays émergents. Vous avez notamment publié Chine d'Afrique, la Chine, l'Inde, l'Afrique feront le monde de demain chez Odile Jacob. Vous l'avez bien prononcé parce que c'est très difficile. Tout le monde Je me suis entraînée, vous imaginez bien. Et selon vous, l'Inde n'est pas encore une superpuissance, loin de là, mais ça ne l'empêche pas d'être courtisée par tout le monde dans le contexte du nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner. Et on démarre avec... Alors, c'est pas un chiffre. Oui, c'est le chrono. Mais voilà, c'est le chrono du jour. Puisqu'à 10h54 ce matin, très précisément, heure française, eh bien, c'est le moment précis où la population de l'Inde a dépassé celle de la Chine, selon la World Population Review, qui calcule la population mondiale en temps réel. Vejju Naravane, dites-nous, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter pour l'Inde de ce record? Les deux choses. Parce que ça peut être un double tranchant. Oui. En fait, on peut avoir une population qui a le plus grand nombre de gens entre 15 et 36 ans, donc une population jeune. Mais si on n'arrive pas à donner l'éducation, santé et l'emploi, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces jeunes, surtout dans les États sous-développés du nord de l'Inde, comme Uttar Pradesh ou Bihar, où vraiment on n'a pas pu freiner la population. Et il y a une division nette qui est en train de se créer dans le pays, un petit peu à l'italienne, comme la Lega Nord, où les États riches du Sud qui ont su conquérir ce défi de la croissance de population disent: nous payons 70% des recettes et on gagne 25% des revenus par la redistribution. Ce n'est pas juste. Jean-Joseph Boileau, en même temps, c'est vrai que près de la moitié de la population aurait moins de 25 ans et le chômage est quand même assez élevé, à 7,5%. Donc il y a un enjeu démographique et aussi de mettre en parallèle la possibilité d'avoir un accès en emploi. Ce n'est pas gagné. Vos chiffres datent. Ah, dites-nous alors. Est-ce que la moitié de la population, on a regardé tout à l'heure justement, ça va tellement vite. Oui. Ça, c'est en gros quand j'ai commencé à travailler sur l'Inde. On était dans la situation de l'Afrique aujourd'hui, à peu près. Aujourd'hui, pas du tout. L'âge médian de la population indienne, on a été surpris, on a fait le pari tous les deux, enfin tous les trois. C'est 36 ans maintenant, enfin 32,5 plus exactement. 32,5. C'est un pays qui vieillit très vite. Et cette image-là des encombrements de métropoles, etc., est un peu trompeur. Parce que la transition indienne est en plein... Qu'est-ce que vous voulez dire par la transition? La transition démographique qui fait que vous avez un âge qui est celui de l'explosion de la population, puis ensuite un phénomène de stabilisation. Et si vous regardez le World Population, mais dans leurs projections, c'est passionnant, l'avenir est ouvert. On a une Inde à 2 milliards d'habitants en 2100, on a une Inde à 1,5 milliard qui ne bougerait pas, en fait, puisqu'elle a atteint quasiment 1,5 milliard. Et puis, vous avez une Inde qui suit un peu la Chine, mais un peu décalée, qui redescend à 1 milliard. C'est-à-dire, elle baisse sa population à partir de 2047. Donc, les incertitudes démographiques sont très fortes. Et puis,
Pour terminer sur la réponse, parce que, bien sûr, elle est précise, votre question, qui est de savoir avantages, inconvénients. Personne ne le sait, parce que c'est comme la charrue avant les bœufs. On s'aperçoit dans le cas chinois, la première phase du développement maoïste, ça a été fantastique. Ça a été l'élément qui a permis à la Chine de passer de 400 millions à peu près 800 millions. Et puis ensuite, grâce à cela, la Chine est devenue le centre du monde. Oui, mais elle a mis, comme le disait Béjou, de l'éducation, parce que les femmes sont allées à l'école avec Mao, c'était un de ses rares avantages. Et puis ensuite dans des usines. Donc la question est de savoir, est-ce que l'Inde va faire ça? Et c'est pas simple. Anne Viguier, une classe moyenne qui s'affirme de plus en plus, ça c'est une certitude à propos de l'Inde? Une moyennisation, comme on dit Oui, effectivement, la classe moyenne a beaucoup cru depuis le début des années 2000, en fait. Hein. Et ce qui donne à l'Inde un avantage en termes de marché aussi, évidemment, puisque c'est une partie de la société qui consomme de plus en plus et qui tire aussi la croissance indienne. Donc, bien sûr, alors ça reste quand même une minorité de la population. C'est un peu difficile aujourd'hui de donner des chiffres précis quand on rentre sur les différentes classes sociales, étant donné qu'il n'y a pas eu de recensement en 2021 comme c'était prévu. Donc, à cause du Covid. Et du coup, les chiffres précis que l'on a, ils datent de 2011. Donc, évidemment, pour chiffrer précisément. En tout cas, il y a au moins 300 millions de personnes, et sans doute plus, qui sont effectivement dans cette classe moyenne. Et donc, c'est quasiment la même proportion que la population européenne. Alors, vous en parlez, Jean-Joseph Boileau, de cette puissance en devenir. Hein. Écoutez Samir Saran, il est expert dans un important think tank indien. L'Inde est un acteur important. Et il est clair que pour un pays de notre taille, nous commençons à exercer une influence. Et ce n'est que le début. Au cours des 10 à 15 prochaines années, alors que nous passerons de 3 000 à 10 000 milliards de dollars de PIB, l'influence de l'Inde ne fera que croître. Samir Saran, vous m'avez repris, vous avez raison. Non, c'est parce que le mot Saran, on a un. Oui. Mais aussi, il faut se rappeler que le think tank n'est pas du tout un think tank sans intérêt. Ça appartient et c'est grandement financé par le groupe Ambani, très très proche de Modi. Donc le discours de développement, on est formidable, on va s'accroître. C'est une prophétie autoréalisatrice. Alors dites-nous pourquoi. C'est-à-dire que là, c'est quand même la 5e puissance économique mondiale. C'est énorme. Ils sont passés devant le Royaume-Uni. Oui. C'est pas rien. Pour vous, c'est une étape avant d'aller encore plus en avant ou on en est loin encore? Non, mais il faut aussi voir comment le gâteau est partagé. Oui. Et la pauvreté continue à s'accroître. C'est-à-dire c'est encore un pays de caste comme on l'apprend quand on est jeune à l'école primaire. C'est important toujours en Inde? Je suis d'accord, c'est un pays de caste, mais c'est aussi un pays de caste et d'une pauvreté abjecte et extrême. Et le gouvernement a fait une chose qui est vraiment assez un peu louche, si vous voulez. Ils ont changé les conditions, c'est-à-dire le revenu minimum pour être considéré pauvre a été encore baissé. Donc, vous n'êtes plus pauvre si vous gagnez $60 par mois, mais si vous gagnez que $50 par mois. Donc, ces 10% s'échappent au calcul de la pauvreté. Et donc, la pauvreté est grandissante. Et la gap entre les super riches et les autres. Mais Jean-Joseph Boileau, quand même, 5e puissance économique mondiale, mais il y a des forces. Quelles sont les forces de cette économie? Mais pourquoi vous dites puissance tous? Je n'ai rien compris. Puissance démographique. Attendez, il y a une définition précise de la puissance. C'est la capacité à imposer à l'autre ses idées ou ses intérêts. Enfin, je parle en termes de PIB, c'est important. En termes économiques, c'est la même chose. Alors, moi, je préfère parler de géant. Si vous voulez, là, on a affaire à un géant. Pourquoi? Parce que l'Inde n'a aucune capacité, à l'heure actuelle, d'influer, si vous voulez, sur les affaires du monde. Non, mais... Par contre, elle a une puissance au sens où elle est suffisamment fermée, autonome, pour ne pas se faire dicter par les autres les ordres. Dans le domaine économique, c'est un nain économique. Je vais me faire assassiner par tous les maudits. Pourquoi? Parce qu'être la 5e économie du monde, vous voyez, je n'ai pas dit puissance. Et de s'en féliciter parce qu'on vient de passer la Grande-Bretagne. Attendez, excusez-moi, la Grande-Bretagne, c'est 70 millions d'habitants. L'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants. Et enfin, à l'échelle du monde, les échanges de l'Inde ne sont pas supérieurs aux échanges mondiaux de la Grande-Bretagne. Donc il faut faire attention. C'est une très grande économie, c'est un géant économique. C'est un géant, mais pas une puissance. On entend votre point. Anne Viguier.
Seul fut Oui, alors, un petit rappel historique. Oui, justement, en fait, il faut quand même rappeler qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'Inde pesait pour à peu près 25% de l'économie mondiale. Et elle était retombée à 4% à la fin de la période coloniale. Donc on a eu un effacement finalement de l'Inde d'un point de vue économique. Et donc elle reprend en quelque sorte sa juste place. Alors évidemment, entre-temps, il y a eu d'autres éléments qui sont la croissance démographique, l'explosion démographique des années 50-60, même si c'était déjà un pays très peuplé auparavant. Donc dire que l'Inde n'a pas de puissance économique, je pense que c'est un peu exagéré quand même. Il y a des multinationales qui sont présentes. C'est quoi les points forts de l'économie indienne ? Alors, il y a plusieurs aspects. En fait, vous avez les biotechnologies, par exemple, l'informatique, pour lesquelles les Indiens ont une appétence particulière. Et il y a, par exemple, 23 instituts de technologie qui sont extrêmement... d'ailleurs recherchés par ça fait partie des concours les plus difficiles au monde, en fait, pour y rentrer. Tellement les jeunes Indiens se précipitent pour essayer. Alors, évidemment, ça ne fait pas énormément de gens derrière, parce qu'à la mesure de la population de l'Inde, ça reste réduit. Mais ça donne quand même un volant de personnes bien formées qui sont à la tête de start-up ou d'entreprises plus importantes, comme Infosys ou d'autres. Et Vejuna Ravané, c'est vrai que c'est un partenaire très important pour la France et l'Union européenne, un partenaire économique très important. Absolument. Des gros contrats entre des États. Il y a toujours un problème pour le commerce entre des sociétés de taille moyenne et de taille plus ou moins grande, mais les grands champions, il y a des grands contrats. Par exemple, avec Veolia, pour l'assainissement des eaux, pour la purification de l'air, dans les nanotechnologies, dans l'armement surtout. Et c'est à cause de ça que beaucoup de pays occidentaux se tournent la tête, ils font l'aveugle quand il y a des choses antidémocratiques qui se passent en Inde, parce que l'Inde n'est plus la démocratie qu'elle était, même si Modi dit que c'est la mère de toutes les démocraties, ça devient une démocratie, une autocratie électorale. Alors justement, on en parle avec vous, Narendra Modi, qui a été élu en 2014. Et on parle avec vous des dérives autocratiques, et notamment concernant la liberté de la presse. Exactement, avec un exemple très concret, très éloquent et très récent de ce que vous venez de décrire. Tout a commencé avec la diffusion, c'est à la fin du mois de janvier, d'un documentaire, un documentaire de la BBC, intitulé The Modi Question, la question Modi. Donc, le média britannique y revenait très longuement sur les émeutes anti-musulmanes meurtrières de 2002. Elles s'étaient déroulées dans l'État du Gujarat. Il dévoilait surtout, document à l'appui, l'impunité qu'avait accordé Modi aux émeutiers. Il était, à l'époque, je le rappelle, le chef de l'État du Gujarat, immédiatement, vraiment très très vite. Et alors qu'il n'avait pas encore été diffusé en Inde, le gouvernement indien a qualifié ce documentaire, je cite, de propagande anti-indienne, reflétant, je cite toujours, la mentalité coloniale de la BBC. Il a tout fait également pour bloquer la diffusion de ce documentaire. 15 jours plus tard, les bureaux de la BBC en Inde ont été visés par des perquisitions, mais perquisitions sous couvert d'enquête pour infraction fiscale. Ça, c'est important. On était le 14 février, le jour même où l'Inde signait un contrat colossal avec Airbus et Boeing. Emmanuel Macron et Joe Biden s'étaient félicités de ce partenariat. Aucun commentaire n'a été émis sur cette affaire de la BBC. J'ajoute également qu'il a fallu 15 jours pour qu'un représentant du Royaume-Uni prenne la défense de la BBC. Donc un silence qui a été décrit, qui a été rapporté dans la presse indépendante indienne. Elle existe toujours. Elle décrit, j'ouvre les guillemets, un Occident peu regardant sur les libertés quand il s'agit d'économie. Jean-Joseph Boileau, pour lui dire simplement, quand il est question d'économie, la démocratie, elle part vite sous le tapis, c'est plus un sujet. Vous savez, l'Inde a appris un proverbe, qui est que le monde piétine les fourmis et flatte l'éléphant. Et alors, vous ne pouvez pas d'un côté dire que c'est devenu une puissance économique et d'un autre côté vous étonner de ce que l'éléphant décide, y compris de piétiner les libertés, parce que la Fédération indienne, l'Union indienne, c'est aussi un géant démocratique, mais complexe. Il y a une trentaine d'États, de langues différentes, etc. Comment arriver à faire tenir cela? Narendra Modi, c'est mon sentiment en tout cas, est l'expression, à un moment donné, d'un liant possible, je dis bien d'un liant possible, certains disent néo-fasciste, néo-hindouiste en tout cas, nationaliste, qui, dans les faits, pour l'instant, a traversé 2 étapes électorales, va probablement en 24 se traverser la 3e, et qui fait que désormais tout le monde flatte
ce pays, et notamment, attendez, pour la France, les contrats d'armement, les échanges économiques, c'est très faible. Hein. Vous savez que la Chine, ça fait 20% des importations de l'Europe, et en provenance d'Inde, c'est 3%. C'est pour ça que je dis attention à la notion de puissance. Par contre, en termes d'armement, il faut bien comprendre une chose. La Russie est passée de 60% des ventes d'armes de l'Inde à 40%, donc il y a une chute, on peut parler d'une chute. Qui l'a remplacé? Paris. Et Paris a joué... Depuis maintenant 3 ambassadeurs, le seul consigne qu'ils ont, c'est vendre des armes, vendre des armes, vendre des armes, vendre des armes. Pourquoi? Parce que l'Inde est le premier acheteur mondial d'armement. Vous voulez réagir? Oui, d'ailleurs, il faut nuancer effectivement cette diminution de la part des Russes, parce qu'effectivement, en valeur, on voit que les importations russes diminuent, mais néanmoins, comme l'Inde a été pendant des années approvisionnée jusqu'à 80% par les Russes, eh bien, ils ont beaucoup de leurs armes qui ont besoin toujours de l'apport russe. Donc ça reste quand même une dépendance très forte. Modi, d'ailleurs, qui brigue un 3e mandat l'année prochaine, hein, et dont on dit qu'il pourrait remporter ces élections législatives, et qui continue à avoir des relations étroites avec Moscou et avec Washington. Mais c'est un grand écart qui peut durer longtemps, ça, Vejju Naravane? Je me demande combien de temps ça peut durer. D'un côté, Washington a besoin de l'Inde parce qu'ils ont besoin de quelque chose pour contrer l'effet chinois, et l'Inde se prête à ça, parce qu'ils font partie du Quad, qui est une espèce d'alliance entre le Japon, l'Australie, l'Inde et les États-Unis. De l'autre côté, l'Inde a profité énormément de la guerre en Ukraine, parce qu'on a acheté beaucoup de produits pétroliers à des prix absolument cassants. L'Inde est actuellement président des G20 et là, pour la première fois, dans la dernière réunion de G20, on n'est pas sorti avec un communiqué commun. Et ça, c'était très important. Mais pour vous donner une nouvelle, ça sera Modi qui sera l'invité d'honneur pour le 14 juillet. Ici. Donc, en France. Il sera en France avec les bataillons militaires qui vont venir défiler avec... voilà, ça c'est une nouvelle toute fraîche. C'est un scoop. Merci Vejju Naravane. Alors qu'Anne Viguet, tout de même, ils n'ont pas condamné clairement la guerre en Ukraine par les Russes. Alors on continue nous aussi à les courtiser, on passe au-dessus de cela parce que c'est un partenaire très important. Oui, et puis la position de l'Inde, alors évidemment du point de vue des Occidentaux, on se demande pourquoi elle ne choisit pas, etc. Mais du point de vue de l'Inde, il n'y a rien d'illogique. En fait, ils suivent une ligne finalement qui n'a pas tellement changé depuis 1947, qui est de surtout pas se retrouver à la remorque d'une grande puissance. Ils ont connu quand même la colonisation, ils étaient privés de politique étrangère au service de l'Empire britannique, et donc ils poursuivent cet objectif-là. Donc au multilatéralisme, à un moment on parlait de bilatéralisme tout azimut, parce que c'était plutôt pouvoir discuter avec tout le monde en fonction de ses propres intérêts, de sa stratégie. Donc après les Indiens vont dire, bon, bah, c'est pas un opportunisme pour vous, quoi. Bah, il y a plutôt du pragmatisme. Mais cet idéalisme que peut-être qu'il y avait au départ avec justement la position du non-alignement, en fait, assez rapidement, dans les années 70, l'Inde s'était rapprochée de l'URSS, donc c'était un alignement qui était plus trop équidistant. Alors, si je peux me permettre, c'est une très très vieille diplomatie parce qu'elle remonte à 25 siècles. Dans le grand texte, L'art de la guerre, le Sun Tzu, tout le monde le connaît, du côté chinois, on ne connaît pas assez l'Arthashastra. Il y a 6 stratégies qui sont définies pour le roi, pour le monarque. Il y en a une qui s'appelle le Vaidhi Vaja, c'est-à-dire le double jeu. Donc ce n'est pas de l'opportunisme, et ce n'est pas de la neutralité, parce que la 4e stratégie, c'est de la neutralité, Sanda. Mais le Vaidhi Vaja, c'est cette idée selon lequel, quand je suis entouré, je vais regarder qui est ennemi, et je n'ai pas à choisir et à m'aligner sur des ennemis ou des ennemis parce que je suis faible, je vais donc jouer sur les 2 tableaux, double jeu. Et attendez, l'Inde est en train de récupérer les dividendes de ce double jeu. Elle importe le pétrole, comme a été dit tout à l'heure, et elle exporte tout en France. C'est passé de 2% à 1/3 de son pétrole. On quitte les 25 siècles, si vous voulez bien, Jean-Joseph Boileau. On va faire un petit saut en 1974. Vous évoquiez les années 70. Il s'est passé aussi autre chose en 1974, c'est que l'Inde est rentrée dans le club très fermé, comme on dit, des, entre guillemets, puissances nucléaires. Voici l'ébahissement ficile du journaliste de l'ORTF qui en parlait le 4 août 1974. C'est notre archive du jour. C'est sous ce dôme, face à l'océan Indien, à quelques kilomètres de Bombay, qu'a été produite la matière fissile grâce à laquelle l'Inde a pu procéder à sa première expérience nucléaire.
Les savants du centre atomique de Trombay ont travaillé plus de 10 ans à la mise au point de cette charge nucléaire qui a explosé au milieu du mois de mai dans la région de Jaisalmer, au cœur du désert indien, dans le Rajasthan, tout près de la frontière pakistanaise. L'Inde est aussi le premier pays à avoir fait son entrée dans ce domaine en procédant à une expérience souterraine, voie plus délicate, plus difficile, mais certainement moins polluante. L'entrée de l'Inde dans le club nucléaire a suscité inquiétude et irritation un peu partout à travers le monde, et ce, malgré toutes les précautions qui ont entouré l'annonce de l'explosion. Pardon, on avait oublié que c'était une puissance atomique, hein, tout de même. Ce n'est pas rien, donc ça change tout. Mais les Indiens n'ont pas oublié. Non, et puis, il faut dire aussi, par exemple, qu'aujourd'hui même, le ministre des Affaires étrangères ukrainien était en visite à New Delhi. Oui. Pour donner des leçons à New Delhi qui, qu'on dit, sont tombées dans les sur les sourdes oreilles. Mais un terme qu'utilisent les Indiens, qu'utilisent aussi les Français, le Quai d'Orsay en l'occurrence et le ministère des Affaires étrangères indiennes, c'est l'autonomie stratégique. Ça, c'est le dernier mantra du Quai d'Orsay. C'est exactement le même mantra qui est suivi à Delhi. Donc, quelle est la différence? Ils ont la bombe atomique aussi. Oui. Et alors, du coup, ça légitime peut-être Anne Villiers qu'il réclame une place au Conseil de sécurité de l'ONU, non? Oui, bien sûr, ça c'est une revendication qu'ils ont depuis bien longtemps, bien avant Modi, pour être membre permanent du Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, c'est un des éléments sur lesquels les Russes promettaient d'aider l'Inde pour rentrer justement dans ce comité. Tout le monde a promis. Évidemment, la Chine, de toute façon, s'y opposant par son veto, ça avait peu de chances d'aboutir. Mais il y avait cet aspect-là aussi dans la relation entre l'Inde et la Russie. Vous là, on pourra parler de puissance. Ah oui. Lorsque l'Inde sera membre permanent, bien sûr, ça viendra. Bien sûr. Parce que, comme vous le dites, sur le plan économique, sur le plan de la population, rien ne peut arrêter ce qui est le nouvel ordre économique et politique international. Alors, ça n'interviendra pas tout seul, parce que l'Allemagne y sera, etc. Donc, c'est ça qui est en jeu. Ça ne viendra pas parce que simplement, si on fait l'arithmétique, ça ne coûte rien à la France de dire l'Inde a vocation de devenir membre du Conseil de sécurité. Mais l'organisation de conférences islamiques est totalement contre. Comptez les voix. Comptez le nombre de voix et vous n'êtes pas... L'arithmétique, c'est pas possible. Très bien. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Cet éclairage en passant par le XXIe siècle, les sendas et tout ce que vous nous avez appris et le scoop de l'avenue de Modi le 14 juillet en France était formidable. Merci à tous les trois. On reste dans l'actualité avec Alix Van P et Xavier Maudy. On va évoquer un abattage de bisons, 1100 bisons à peu près, qui fait polémique aux États-Unis et la disparition d'objets fétiches que nous aimons tant, les objets fétiches du XXe siècle. Mais d'abord, les mots vedettes de l'actualité recensés comme tous les soirs par Thibault Nolte. Ce soir, centenaire, ça nous donne de l'espoir. La France compte 30 000 centenaires. Eh oui, c'est entendu. Centenaire. 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 La France prend la 5e place en nombre de centenaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Centenaire, du latin centenarius, qui contient 100, désigne quelque chose ou quelqu'un vieux de 100 ans révolu. Un arbre, une loi, une concession, un taco, un oncle. Selon une étude de l'INSEE publiée le mercredi 5 avril, la France compte 30 000 citoyens centenaires, soit autant que toute l'humanité en 1985, ce qui en fait la championne d'Europe. 0,04% des Français ont au moins 100 ans, une quarantaine est super centenaire, plus de 110 ans, avec une doyenne de 112 ans. Les centenaires sont à 86% des dames, comptent 2 fois plus de diplômés du supérieur que de sans diplôme et pourraient se multiplier par 2,5 d'ici 2040, soit 76 000 effectifs, autant que la population de la ville de Pau. Prise en charge médicale, climat tempéré et alimentation sont les mamelles de la centenarification de la France, où l'espérance de vie, 85 ans et demi pour les femmes, 79,3 pour les hommes, est meilleure que celle d'un chien, 13 ans, mais moins bonne que celle de Turritopsis nutricula, dont les cellules autorégénérantes la rendent virtuellement increvable. Parmi les super centenaires célèbres, Mathusalem, 969 ans, ou Jeanne Calment, 122 ans, être humain dont la date de naissance a été vérifiée, ayant à ce jour le plus vécu.
Jeanne se gavait d'huile d'olive, d'ail et de chocolat, s'autorisait Porto et Cigario et ne travaillait pas, ni avant ni après 64 ans, ayant épousé un riche marchand à qui elle survécut 55 ans. Statistiquement, le travail semble pourtant plutôt synonyme de longévité. Après avoir identifié 5 nids de centenaires, dites zones bleues, des chercheurs australiens ont observé leurs similitudes. Fort niveau de solidarité, d'intégration communautaire, d'activité, jardinage notamment, et travail après l'âge de la retraite. Longue et dure, c'est la vie. Merci pour cet espoir, Thibault Nolte. Tous centenaires. Bonsoir Alix, bonsoir Xavier. Bonsoir, Xavier. Alors, aux États-Unis, Xavier, depuis janvier 2023, 1100 bisons à peu près ont été abattus, échappés du parc national du Yellowstone. Alors, apparemment, pour éviter la propagation d'une épidémie. Voilà. C'est ce que disent les autorités locales et c'est ce que dénoncent les ONG qui disent que ce n'est pas du tout le cas. On ne va pas parler de cette polémique, mais plutôt du bison, de l'apparition du bison au XVe siècle. Ah oui, un bison du XVe siècle en décembre 1416, quand le roi de Pologne, Ladislas Jagellon, envoie un cadeau à son collègue, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est Sigismond de Luxembourg, et ce cadeau, c'est un bison. Oui, mais voilà, 1416, c'est 76 ans avant que les Européens arrivent en Amérique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bison? Ils ont été le chercher où? Pas des forêts polonaises, et notamment de la sublime forêt de Białowieża, cette forêt qui est absolument incroyable parce que c'est là où l'on trouve encore au XVIe siècle, au XVe siècle, des bisons d'Europe. Ces bisons qui sont représentés dans la grotte Chauvet, puis au fil du temps, ça devient un trophée vraiment prisé de la part des souverains et un cadeau diplomatique. En 1501, l'artiste allemand Albrecht Dürer croque comme ça un bison qui vient d'être offert à l'archiduc d'Autriche, Maximilien. Tac, tac, un petit bison. Non mais, vous voyez, ça veut bien dire que déjà au XVIe siècle, le bison d'Europe est un animal rare, sinon on n'en ferait pas un cadeau si on le trouvait à tous les coins de rue. Non, ce bison, en fait, disparaît tout doucement parce que il est chassé déjà et puis parce que son territoire est grignoté par les terres agricoles. Le dernier bison d'Europe à l'état sauvage est tué au XXe siècle, en 1927. Les autres sont en captivité. Et à cette époque-là, tous les bisons américains ont été exterminés. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on la connaît, cette histoire des massacres des bisons aux États-Unis, dans les grandes plaines, parce que le bison, c'est l'ennemi. Il empêche le passage du train. Il empêche les agriculteurs de s'installer. Et puis surtout, c'est la ressource première des Indiens. D'où les massacres de bisons, vous voyez, avec le fusil. Mais c'est impressionnant, hein, c'est par centaines de milliers que les bisons sont tués, tout simplement pour priver les Indiens de ressources. Les chiffres sont vraiment sidérants, hein. Si on est au XVIe siècle, on peut compter plusieurs dizaines de millions de bisons, 40 millions à peu près. À la fin du 19e, on est autour de 300 individus, peut-être 1000 au maximum, vous voyez. Enfin, c'est un véritable massacre. Alors depuis, les bisons ont été réintroduits aux États-Unis, mais aussi en Europe. Tout un travail vraiment extrêmement précis pour permettre à ces bisons de retrouver les forêts polonaises. Voilà, ces bisons que l'on voit représentés dans la grotte Chauvet ont donc été chauvés. Oh, c'est du maudit tout craché. Merci. Alors, Alix, ça... Par exemple, ça a accompagné notre quotidien pendant des années. Pas que ça, hein, le ticket de métro. Et certains de ces objets que nous fétichisons sont voués à disparaître à plus ou moins court terme. Tout le monde a en tête la photo de Jacques Chirac en 1980 qui saute au-dessus du tourniquet d'un métro parisien. Et en fait, le photographe qui a immortalisé cette scène raconte que le maire de Paris à l'époque avait bien un ticket, que quelqu'un d'ailleurs lui avait glissé dans la borne, mais qu'il n'a pas pris le temps de le récupérer. Peut-être qu'il ne savait pas. Donc c'est pour ça, voilà, d'où le saut de cabri. Son attitude de fraudeur, alors qu'il était quand même en règle, extraordinaire, a fait le tour du monde. Et cette photo en noir et blanc, qui a déjà bien vécu, eh bien, elle va peut-être prendre un nouveau coup de vieux, puisque les tourniquets du métro vont peut-être disparaître. C'est Jean Castex, patron de la RATP, qui veut les remplacer par des portes coulissantes pour plus de fluidité, et puis aussi parce que les portes coulissantes empêchent tout saut en hauteur, à part si vous êtes un athlète de haut niveau, qui était peut-être Jacques Chirac, on ne saura jamais. En tout cas, comme souvent, cette disparition en accompagne d'autres. Les tickets de métro dont vous venez de parler, les bornes jaunes dans les gares qui sont de plus en plus inutiles. Et parmi ces produits en sursis, il y a ceux qui sont amenés à disparaître pour des raisons écologiques, comme par exemple les cotons-tiges, les pailles en plastique. Et puis il y a ceux aussi qui ont été mis KO par la révolution technologique, les timbres rouges qui peu à peu disparaissent. Il y a aussi les annuaires en papier, les cartes routières. Les téléphones fixes aussi, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, un peu comme cette chanson d'ailleurs, qu'ils ne connaissent pas non plus. Et quant au code barre, eh bien, ils ont tout juste 50 ans, des jeunes quinquas, qui eux aussi sont dépassés par les QR codes, qui sont bien plus performants que les codes barres. Et là, je ne m'y attendais pas du tout, mais
la disparition du code barre, ça me fait quand même quelque chose. Ah bon? Et pourquoi est-ce qu'on est sensible à ces disparitions, alors, à votre avis? Eh bien, on y est sensible parce que ces objets deviennent des marqueurs historiques et que, égoïstement, ils nous rappellent le temps qui passe, éventuellement notre propre mortalité. On va tous finir comme les QR codes. Et puis, leur absence en dit long sur notre société. L'absence est tellement révélatrice qu'un média a vu le jour l'année dernière qui s'appelle La Disparition. Toutes les 2 semaines, ils envoient une lettre à leurs abonnés sur un objet qui a disparu, qui est en train de disparaître. Par exemple, l'argent liquide, une lettre sur le cash, ou encore sur un escalator qui a disparu dans la Creuse et donc qui raconte en filigrane donc, le symbole d'un territoire entier qui s'efface. Et j'espère qu'à l'occasion, l'un des contributeurs donc, à la disparition écrira sur la disparition des chemises unies de Xavier Mauduit qui sont remplacées par des motifs. Et des cheveux. Qui ont disparu. C'est vrai. Les chauves. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc, vous vous rappelez de ça? Non. Bah non, vous êtes pas un boomer comme nous. Et voilà, c'est fini le ticket, hélas. Merci à tous, à demain 20h05, tchuss.